Ben, tiens Clément, ça me fait penser, toi qui aimes les lézards, qui apprécie les lézards, je vais te montrer une espèce un peu atypique au niveau de la morphologie. C'est ce qu'on appelle le basilic vert. Eh ben écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, donc on arrive devant leur terrarium. Eh ben impeccable. Tu vas donc les découvrir et tu vas voir que c'est un animal fabuleux. Voilà. C'est un animal splendide. Alors il existe 3 espèces de basilic. Oui. Et la plus connue, c'est Basiliscus plumifron, en l'occurrence le basilic vert. Donc celui qu'on a sous les yeux. Exactement. Et je me demande si jamais en plus on n'est pas sur un animal que tout le monde finalement peut avoir en captivité. Tout à fait. Et un animal qui pourtant, qu'on trouve assez peu en captivité. Oui, il est peu courant. Il y a parfois des juvéniles disponibles. Mais on va dire qu'il est moins proposé que d'autres espèces comme le pogona qu'on a abordé avec Kevin. Effectivement, le Basiliscus plumifron est beaucoup moins présent en animalerie et pourtant c'est un animal super intéressant. Ben écoute, on va pouvoir commencer, j'ai envie de te dire, Raphaël. Ouais. J'ai envie de te poser la question habituelle. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement donc, cet animal, d'où est-ce qu'il vient, quelques caractéristiques, etc. par rapport au Basiliscus plumifron. Basiliscus plumifron, qui est donc un saurien qui affectionne les forêts tropicales du Panama, du Honduras, du Costa Rica. Donc on est Amérique centrale un peu là. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et qui est vraiment adapté à ce milieu. D'accord. Physiquement, il n'y a rien à redire sur cet animal, il est vraiment hyper adapté à ces zones-là. Alors il est pour la majeure partie du temps arboricole. Mais on peut aussi le retrouver de temps en temps au sol. Hein. Mais il adore se trémaler dans les branches. Voilà. Ça lui permet de trouver des zones intéressantes pour prédater, pour thermoréguler. Donc voilà, c'est un lézard fabuleux au niveau de l'esthétique. Parce que honnêtement... Ils sont magnifiques. Ouais. Objectivement, on est devant, c'est un régal. Honnêtement, c'est un très très bel animal. Ouais. Je vois des couleurs là. Donc on a un mâle juste devant nous, oui. Si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ouais. On a donc tout un ensemble de crêtes. Oui. Sur lui, donc, vraiment qui sont. Alors, on a à la fois des crêtes dorsales, sur la queue, je vois aussi un caudal. Ouais, il y a crête nucale, crête caudale et crête dorsale. Ouais. Et même plusieurs crêtes dorsales, au niveau de la tête, je crois. Exactement, ouais, on a 2 crêtes sur la tête. In natura, les mâles sont encore plus impressionnants parce que les crêtes sont énormes. Ouais. Il a quel âge du coup c'est un animal qui a à peine 1 an. Donc, qui est jeune en plus. Ouais, exactement. Ça va encore grandir. Il va prendre 15-20 cm en longueur et il va se développer en corpulence. Quoi. À l'âge adulte, on va être sur quelle taille, queue comprise? Parce que il y a quand même une queue très longue. Ouais, qui fait quasiment 2/3 de la longueur totale de l'animal. On peut considérer que 75 cm, voire 80 cm pour un beau mâle, c'est une belle taille. Alors, on voit aussi un œil jaune. Ouais, carrément. En fait, il y a un contraste. On va vous faire des plans, bien sûr, hein, sur Basiliscus plumifron. Vous allez remarquer ce contraste absolument sublime entre l'œil jaune, la peau verte, les taches blanches. La pupille noire. La pupille noire. Ouais. Exceptionnel. On a des taches blanches, des taches bleu turquoise, des taches noires. Et on a différentes nuances de vert qui peuvent aller jusqu'au bleu turquoise aussi sur certaines parties du corps. Les mâles ont bien souvent la gorge J'allais te demander, assez bleutée. On a un dimorphisme sexuel qui est assez évident chez cette espèce-là. Hyper prononcé, ouais. Est-ce qu'au niveau de la couleur, on va aussi retrouver justement des différences? Alors effectivement, les mâles bien souvent ont la gorge bien bleutée, surtout à certaines périodes de l'année. Il semblerait qu'en période de reproduction, ils sont beaucoup plus colorés. Il n'empêche que les femelles ont aussi un petit peu de bleu. D'accord. Et elles ont aussi des taches bleu turquoise et des taches blanches et des taches noires sur le corps. Le plus gros des dimorphismes, effectivement, c'est ces fameuses crêtes qui se développent énormément sur les mâles, quoi. Alors, moi j'ai aussi envie de dire qu'esthétiquement parlant, on entend souvent parler chez les amateurs de reptiles du côté un peu dinosaure, tu vois, de certains animaux.
Là, très clairement, on pense, voilà. C'est un petit dinosaure. Hein. Il y a un look qui vraiment Exactement, qui du coup plaira sans doute à beaucoup parmi vous. Tout à fait. Pour tous ceux qui sont sensibles, voilà, encore une fois, à ce côté-là. Et il y a une particularité, je crois aussi, par rapport à ces lézards-là. Ouais, ce lézard, on le surnomme aussi le lézard Jésus-Christ. Et oui, parce que... il paraît que Jésus arrive à marcher sur l'eau. Exactement. Hein, lui, en tout cas, c'est sûr. Ouais, tout à fait, ouais. Lui, c'est certain. Alors lui, il ne marche pas sur l'eau, mais il court littéralement sur l'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est possible? Alors déjà, dans quelle situation est-ce qu'il va pouvoir effectuer ce genre de comportement? Parce que j'imagine qu'en captivité, ça va être compliqué à reproduire. Exactement, il faudrait vraiment une grosse installation. Il faudrait vraiment une super installation. Ouais. Et puis, voilà. Mais est-ce que tu peux nous dire rapidement dans quelles conditions est-ce que c'est observable ce genre de comportement? Alors il y a deux possibilités. Bien souvent, c'est pour fuir un prédateur ou un danger. Donc ils ne vont pas hésiter, s'il y a un cours d'eau à proximité, à traverser le cours d'eau sur une longueur assez conséquente. Je vais vous mettre des images en nature, mais vous allez voir, c'est absolument incroyable. Quand on dit qu'il court sur l'eau, c'est vraiment le cas. Hein. C'est bluffant. Ouais. Et il y a aussi le simple fait de vouloir passer d'une berge à l'autre. D'accord. Ils peuvent de temps en temps accélérer et traverser tout bonnement, simplement, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ont la faculté de le faire. Et c'est des animaux donc qui utilisent plusieurs choses pour arriver à marcher sur l'eau à cette vitesse. Déjà, il y a l'effet de vitesse. Ouais. Plus on va aller vite, plus ça sera facile. Il y a le fait que leurs pattes arrière sont vraiment assez spécifiques. Alors, cette adaptation d'avoir des doigts aussi longs et des pattes musclées, c'est aussi le fait que l'animal soit arboricole. Mais on a des petites rangées d'écailles le long des doigts qui, quand on les regarde de près, ressemblent à des petites écopes. Et ces petites écopes, semble-t-il, leur permet justement d'avoir une portance beaucoup plus importante sur l'eau grâce à la vitesse. C'est aussi un animal qui est léger, je pense. Oui, il y a ça aussi. L'animal lui-même est léger. Et on a aussi une queue qui est relativement longue, qui va faire office de portance et faire aussi office de gouvernail au fur et à mesure que l'animal va se déplacer sur l'eau. Moi, j'avais entendu parler de comme un peu des coussins d'air, pareil, sous les pattes. Est-ce que c'est ça un peu dont tu nous parlais? C'est ces fameuses écailles qui ressemblent à des écopes qui, semblerait-il, je ne voudrais pas avancer non plus d'hypothèse, mais il semblerait qu'il y ait des micro-bulles d'air qui se forment sous ces écailles et qui créent un phénomène de portance aussi, grâce à ça. Je pensais à ça, c'est peut-être aussi, tu vas me dire si je me trompe, mais un moyen quelque part de... L'eau, c'est souvent quand même un endroit aussi où il peut y avoir de la prédation par en dessous. On pense à certains poissons. Il y a des poissons, et peut-être aussi justement de la faculté de se déplacer un petit peu comme ça plutôt que de nager. Est-ce que selon toi, ça peut avoir un... Alors moi, je les ai déjà vus se baigner parce qu'ils aiment ça, se baigner. Nager, je ne sais pas du tout. Je sais que beaucoup de lézards se débrouillent très très bien dans l'eau en plaquant les pattes le long du corps et le long du long. Après, ce n'est pas un comportement que j'ai observé chez eux, encore une fois, parce qu'il faudrait vraiment une grosse installation. Mais ils se baignent régulièrement. Hein. Tous les jours, on les voit descendre, se tremper dans l'eau, se frotter avec les pattes à l'arrière pour se débarrasser de certaines choses. Mais oui, ils se baignent volontiers. C'est peut-être effectivement un moyen aussi d'éviter. C'est ce que j'y pensais à l'instant. Non, c'est probable, c'est probable. C'est une hypothèse. Autre chose qui a remarqué chez certains types de lézards justement qui aiment bien l'eau, c'est par rapport à la forme de la queue. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un petit peu à quoi est-ce qu'on peut reconnaître entre guillemets un lézard qui justement au niveau, peut être un peu à l'aise dans le milieu aquatique ou pas? Bien souvent, on a une queue qui est aplatie latéralement, qui fait office de pagaie, quoi. En fait. Donc oui, c'est un indice, on va dire quand on. C'est un indice, voilà. Il y a d'autres lézards qui sont réputés pour ça. On parle l'hydrosaure, qui est un lézard qui affectionne les milieux humides. Et effectivement, c'est un très bon nageur. Certains varans aussi nagent très bien et ils ont une queue effectivement qui est moins massive que chez d'autres espèces, quoi, en fait. Si on prend le cas d'autres espèces qui sont à contrario désertiques et qui ne fréquentent jamais les milieux aquatiques comme les uromastix, eux ils n'ont pas du tout une queue aplatie latéralement, parce que ça ne leur sert pas à grand chose dans ce milieu-là. Et c'est ça. Donc c'est encore une fois, etc. Dans ces animaux-là où je sais plus, des coins très arides où justement on ne pas des masses d'eau et voilà. Tout à fait. Donc c'est encore une fois une adaptation physique à leur mode de vie et à leur mode de déplacement, quoi. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que ces animaux sont sur Terre depuis relativement longtemps, beaucoup plus longtemps que nous, et ils sont hyper adaptés à leur milieu, quoi. Très bien. Alors justement, quand on parle d'adaptation au milieu, on a construit ici donc une très belle installation par rapport. Enfin, je dis on. Vous avez construit une très belle installation du coup donc pour vos basiliscus. Oui. J'en vois 3 à l'intérieur, je crois, un mâle et 2 femelles. Oui. Alors,
on va commencer par parler terra déjà. Oui. Globalement, comment est-ce que tu as conçu ton terrarium? Et quels conseils est-ce que tu pourrais donner pour concevoir une bonne installation pour Basiliscus plumifron? Alors Basiliscus plumifron, il faut privilégier la hauteur et la profondeur éventuellement. Animal arboricole, hein, encore une fois, Voilà. on l'a dit, donc forcément une question de hauteur. Exactement. Dans l'idéal, voilà, il faut vraiment avoir une installation relativement haute afin que les animaux se sentent bien, qu'il y ait plusieurs gradients thermiques au sein de ce terrarium. Alors là, on est parti sur 80-80 cm de haut, la base. Oui. Ça, c'est surtout pour privilégier l'observation en présentation Bien publique, sûr. mais on aurait pu partir sur un bac beaucoup plus haut, partir plus bas et plus haut. Bon, après, il y a une question aussi de dominance. Il faut faire extrêmement attention quand on conçoit un terrarium. Si les animaux sont trop bas, ils vont se sentir dominés constamment, ça peut affecter leur comportement. Donc là, effectivement, ils sont moins dominés par l'être humain que... Et après, on peut partir sur un vivarium qui va jusqu'à 2 mètres de haut, voire plus, Oui, sans problème. s'il y a la possibilité. Encore une fois, rappel, hein, c'est des animaux qui vivent dans les arbres, donc Exactement. dans Ils aiment l'idée, bien- il n'y aurait pas de limite, quoi. On peut, comme je le disais tout à l'heure, les croiser au sol, mais ils aiment bien se percher. Ouais. Voilà. Donc, Ils vont se sentir en plus en sécurité, j'imagine. tout à fait, ouais, c'est un moyen de refuge de se percher. Donc il faut privilégier la hauteur. Après, la largeur, la profondeur, on peut partir sur des bases aussi énormes, hein. Le tout, c'est de pouvoir gérer la température au sein de cette installation. Et oui. Donc plus c'est grand, plus c'est difficile de chauffer, bien évidemment. Il faut aussi leur proposer une zone beaucoup plus chaude et une zone beaucoup plus fraîche, de façon à ce que les animaux puissent se thermoréguler en fonction de leurs besoins. Et une zone dans laquelle on a aussi des ultraviolets. C'est très important pour ces animaux. Encore une fois, on en avait parlé par rapport aux sauriens. Les apports en UV sont hyper importants Bien sûr. pour synthétiser Assimiler, plein de choses. Bien sûr. Voilà. C'est d'ailleurs, on ne l'a pas encore reprécisé ça. Oui. Au cours des vidéos qu'on a pu faire, quand on parle de synthétiser plein de choses, globalement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Alors- sans rentrer trop dans les détails, parce que je veux dire qu'on pourra en parler pendant des heures presque, mais quand on parle comme ça des besoins en UV, pourquoi Ouais. est-ce qu'on a besoin d'UV? Alors, si Quand on... tu parles de synthétiser, c'est quoi? Alors, c'est pouvoir assimiler correctement certaines choses qu'ils vont consommer. En particulier la vitamine D3 qui sert à se calcifier. Si on prend l'exemple de cette espèce, si on lui coupe les ultraviolets, qu'on l'expose uniquement à des lampes classiques, à des éclairages classiques, on va être confronté à un problème assez rapidement, c'est que les animaux vont finir par se décalcifier. Et donc ça va entraîner Ça va entraîner une mâchoire molle, des membres qui vont se ramollir aussi. des malformations éventuellement. Voilà, des déformations qui sont en règle générale irrémédiables, c'est-à-dire que même si on les réexpose à des UV, ils vont se recalcifier, mais les déformations auront eu lieu. Vous touchez aux os là, hein, donc Exactement. forcément, on est sur des choses qui ne se corrigent pas derrière, quoi. Ouais. Et quand ça touche les mandibules, la mâchoire en l'occurrence, ben, on a affaire à des animaux qui peuvent même plus s'alimenter, Et oui, bien sûr. puisqu'ils ne peuvent plus mâcher. Donc ça devient problématique rapidement. Donc il faut des UV, c'est impératif. Et comme on le dit, donc une lampe à UV, ça se change en plus régulièrement. Oui, alors nous on a fait des relevés sur certaines lampes. Il y a différentes qualités de lampes. On l'a fait avec un indicemètre Ouais. qui nous permet de savoir la quantité d'UV qui est diffusée. Faut faire attention parce qu'il y a des lampes sur le marché qui parfois diffusent trop d'UV. Oui, tout à fait. Ouais. Il faut faire attention à la distance. Donc alors je sais qu'un indicemètre ça coûte cher. Mais c'est important. Ça peut être important quand on a pas mal d'animaux parce que ça peut vous donner des indications sur les différentes qualités en fonction des marques. Et ça vous donnera une indication sur la hauteur Où placer la lampe. à laquelle vous devez mettre votre lampe. Exactement, pour que Voilà. les radiations soient ni trop fortes ni trop faibles. Exactement. Surtout que, comme tu le disais, Oui. en fonction des marques, encore une fois, alors on ne citera pas de nom, voilà, Ouais. mais il faut savoir que selon chaque ampoule, j'ai envie de dire, Oui, on peut avoir des variations. ouais, des variations énormes. Énormes. Hein. Voilà, Ouais, on parle bien de énorme. choses Ouais, qui sont. Donc, encore une Non, fois, des variations pour énormes. vos animaux, c'est vital. Ouais. On va pas- enfin, pour certains animaux, en tout cas, c'est vital, mais beaucoup de reptiles ont besoin d'UV. Chez les sauriens, les chéloniens, donc les tortues, les lézards, c'est hyper important. Tout le monde, d'accord. Ouais, Dès qu'on ouais. parle de carapace, dès qu'on parle justement Voilà, voilà, de comme ça. exactement. Et par conséquent, eh bien, si jamais votre animal a besoin d'UV, eh bien, c'est vrai que c'est tout un tas de questions comme ça dont il faut, sur lesquelles il faut se pencher. Je te remercie d'avoir fait un petit point là-dessus. Ouais. Donc, on revient sur votre installation ici. Donc, Oui. effectivement, comment est-ce que ça se passe? Donc, vous avez disposé ça de façon... Alors, en doublage avec les UV, on a aussi un système qui chauffe une partie du terrarium au sol en zone et chaude. une partie du terrarium sur une cloison. Voilà. Ça permet d'avoir un radiant en chaleur.
Donc, comme tu le disais, sur les grandes installations, c'est parfois compliqué d'avoir beaucoup de chaleur. Et donc voilà. là, vous avez justement mis en dessous et sur le côté, histoire d'optimiser vraiment une zone Exactement, chaude. tout à fait. Donc là, on a un système radiant de chauffage qui est dissimulé à l'arrière du décor, sous une partie du sol. On est sur à peu près un tiers de l'installation en radiant. Le reste de la zone n'est pas chauffé. Zone fraîche. Voilà, exactement, zone fraîche. C'est-à-dire qu'en journée, on tourne aux alentours de 24-25 sur cette zone. Et là, on a une zone qui est à 31-32 sans problème. La nuit, on coupe l'éclairage. On va redescendre sur des températures nocturnes. Donc les animaux, la nuit, peuvent descendre en période fraîche à 20-21. En saison estivale, on est aux alentours de 24-25 la nuit au sein du terrarium. En parlant d'installation, on se rend compte d'une chose, c'est donc tu nous as dit que la zone chaude était effectivement de ce côté-là, et moi j'observe que le bac d'eau est de ce côté-ci. Est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi? Alors il y a une simple et bonne raison à cela, c'est que si on met un bac d'eau sur la partie chauffée, on a un problème qui s'appelle le développement de bactéries. Bien sûr. Donc avec des animaux, c'est toujours problématique quand il y a un développement bactérien exponentiel. Donc afin d'éviter ça, on a la partie aquatique qui se situe sur une zone non chauffée. Et la deuxième raison aussi, c'est que ces animaux adorent se baigner. Il peut leur arriver de déféquer dans l'eau. Et à partir du moment où on a des déjections dans l'eau, le développement bactérien s'amplifie. Oui, bien sûr. C'est exponentiel après. Voilà, d'autant plus que ces animaux peuvent aussi s'abreuver dans ce bac. Donc si en plus on a des bactéries au sein de ce bac, c'est pas bon du tout pour les animaux. Nous, notre installation, on l'a pensée de manière à ce que l'eau soit filtrée en permanence. Donc on a un système de filtration mécanique et c'est aussi une filtration biologique puisque c'est un filtre à masse et on a des bonnes bactéries dans ces masses qui permettent donc d'avoir une eau le plus propre possible. Et je vois qu'en plus de ça, quand on parle filtration, tu as aussi même une filtration naturelle si jamais je m'abuse, parce que j'ai l'impression que tu as des plantes qui sont développées un petit peu oui. dans l'eau. On a une monstera en fait, et le système racinaire s'est développé dans le bac. Et ça permet aussi d'avoir justement une filtration naturelle. Tous les fans d'aquariophilie là vont comprendre un petit peu de quoi on parle. Chez nous, on privilégie ce genre d'installation. Quand on peut mettre du naturel, on le fait. Et on a plusieurs installations qui fonctionnent sur ce principe, y compris au niveau des caïmans. On a un mur végétal aussi qui fonctionne sur ce système avec des poissons. Donc c'est un système aquaponique. Oui, tout à fait. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et en fait, c'est ce qui marche souvent le mieux en plus. Tout à fait. Très bien, donc pour le côté installation, voilà, on a pu en parler. Moi, j'aimerais qu'on revienne maintenant un petit peu sur l'alimentation. Oui. Alors globalement, quand on évoque donc Basiliscus lumifron, qu'est-ce que ça mange? À quelle fréquence? Etc. etc. Alors c'est un animal qui est essentiellement insectivore. Donc en acclimatation, on va privilégier un panel de nourriture assez varié. Oui. Ça va aller du grillon en passant par le criquet, la blatte. On peut leur proposer aussi différentes formes de verre. Nous, on évite ici de proposer du verre comme le verre de farine ou le ténébrion. Parce que, encore une fois, voilà, ils ont de la chitine, énormément de chitine. Et c'est pas forcément une proie qu'ils vont assimiler à 100%. C'est vrai, quand on évoque les insectes, alors très souvent c'est logique en fait quand on. J'ai envie de dire que pour les gens qui ont des reptiles, on y pense quand on va nourrir avec des proies type rongeurs, on va se dire tiens, il y a des choses qui vont peut-être être plus riches que d'autres. Chez les Thamnophis, entre un nourrissage au poisson ou au rongeur, on va clairement comprendre qu'il y a une différence. Tout à fait. Chez ceux qui aiment aussi tout ce qui va être légumes ou végétaux, c'est pareil. On a souvent tendance à dire qu'il y a certains végétaux, légumes qui ont des apports différents. Chez les insectes, j'ai envie de dire que parfois, souvent moi j'ai l'impression, alors encore une fois c'est peut-être une impression, mais que ce côté comme ça, variation de l'alimentation est peut-être un petit peu moins, l'importance de varier l'alimentation est peut-être un petit peu moins prise en compte, tu vois. Souvent les gens ils élèvent des insectes ou alors ils en achètent par rapport au prix ou par rapport à la facilité entre guillemets d'élever des insectes. Non, ils apportent aussi des choses différentes. Ouais, alors il est vrai que les vers de farine sont peu chers. Oui. Mais en contrepartie, ils sont, je pense, moins nutritifs que du criquet, du grillon, de la blatte. On peut proposer aussi de la tête de ruche, mais avec parcimonie. Ça, c'est un verre. Parce que la tête de ruche est très grasse. Depuis quelques années, on trouve sur le marché une larve qui est super intéressante pour les lézards. C'est la larve d'Hermetia elucens. C'est une mouche à la base, qu'on appelle la mouche soldat noire. Ouais. Et les vers qui sont issus de la ponte de cette mouche sont super intéressants pour les apports de phosphore et de calcium. D'accord. Nous, on leur propose régulièrement des worms, on appelle ça des worms, qui sont ces fameuses larves.
c'est très appétant et c'est très nutritif. Donc D'accord. on leur propose des larves d'Hermetia, de la teigne de temps en temps, grillons, criquets, blattes, et de temps en temps, on leur propose aussi des souriceaux. Ok, donc Voilà, les d'accord. Basiliscus plumifrons consomment des souriceaux, sans problème. Donc c'est quoi, c'est du rosé que tu donnes, j'imagine? Voilà, ouais, D'accord, du un petit rosé ou voilà. même du jeune rat, du jeune raton rosé. D'accord. À la pince, il n'y a aucun problème, ils le consomment. Même du décongelé, ça pose pas de souci. C'est très intéressant, surtout pour les femelles, encore une fois, Qu'on va préparer, j'imagine. avant la repro et après la repro pour qu'elles récupèrent rapidement. Oui, bien sûr. Hein, d'accord. Donc donner encore une fois des grands apports à vos femelles, histoire qu'elles puissent faire bien, de bonnes repros Tout à et fait. qu'elles puissent se préparer en fait, Ouais. physiologiquement parlant à ça. Très bien. Quelle fréquence le nourrissage? Alors, nourrissage, c'est quasiment journalier. D'accord. Donc encore une fois, un gros budget, ça veut dire à prévoir. Hein, si jamais les insectes, Ouais. c'est souvent quelque chose qui coûte cher. Tout à fait. Nous, on les nourrit à peu près 5 jours par semaine. D'accord. On fait en sorte qu'il y ait 2 jours de jeûne dans la semaine. Tout ça pour faciliter le transit, encore une fois, qu'il n'y ait pas une accumulation de sel au niveau du transit. Et on leur laisse 2 jours sans nourriture par semaine. Mais voilà, on peut considérer que c'est quasiment 1 jour sur 2, même. Voilà, c'est 5 jours par semaine sans aucun problème. Sur certains ouvrages, certaines personnes parlent du fait qu'on les a vus déjà manger des fruits. J'ai jamais tenté, honnêtement, j'ai jamais essayé, je pourrais pas, j'ai aucun retour là-dessus. D'accord, ok, très bien. Mais voilà. Donc on a évoqué l'alimentation, on a évoqué l'installation, la reproduction désormais. Oui. Comment ça se passe avec les Basiliscus plumifrons? Alors, c'est comme chez beaucoup de lézards, ça peut paraître un peu violent, c'est-à-dire que le mâle va aborder les femelles déjà en hochant de la tête régulièrement. On peut observer ce genre de comportement. Et il va finir par s'approcher d'une femelle assez rapidement, la saisir par la nuque et s'accoupler avec elle. Donc le but, c'est tout simplement qu'il arrive à passer sa queue sous celle de la femelle. Il va donc s'accoupler avec elle, ça peut durer plusieurs minutes. D'accord. Et on va observer les femelles vont changer un petit peu de comportement par la suite, c'est-à-dire qu'elles vont passer peut-être un peu plus de temps sous la lampe, à thermoréguler, à se chauffer. Et on observe assez rapidement quand une femelle est gravide parce qu'on voit qu'au niveau de son ventre, ça va se développer. Ouais. On va observer des petites bosses. Et là, quand on observe des petites bosses, c'est que C'est bon signe. la ponte est pas loin. Voilà. Ouais. Donc les femelles, par réflexe, vont chercher un site de ponte. Alors si vous n'avez pas prévu de site de ponte dans le terrarium, c'est-à-dire une zone avec un substrat un peu épais, Un peu meuble aussi, un peu tout voilà, ça. j'imagine. meuble, épais, humide, il ne faut pas hésiter à leur mettre une boîte de ponte. Donc il faut leur proposer une boîte qui fasse au moins 25-30 cm de haut, soit avec de la tourbe humide, de la tourbe blonde, c'est l'idéal parce qu'on n'a encore une fois pas de développement de bactéries dans la Ouais, tourbe bien sûr, blonde, ouais. c'est un peu acide. On peut leur proposer aussi un mélange de tourbe blonde avec de la vermiculite et de la perlite. Humidifié et par réflexe, les femelles vont donc gratter dans ce bac et y pondre et déposer leur ponte. Donc ça facilite le fait de récupérer la ponte après pour l'incuber. En plus, en plus. Exactement. Une ponte globalement, c'est combien d'œufs? Alors ça peut varier de 6 œufs à 15-20 œufs sans problème. D'accord. Donc Ouais. on est sur des pontes, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres lézards qui sont dans la norme, mais Ouais, tout à fait. qui ne sont pas non plus Ouais. exponentielles. Alors, au niveau plus de- les femelles sont vieilles et plus les pontes seront importantes. généreuses. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Comme chez beaucoup de reptiles, hein, Voilà. généralement. On peut avoir, on a eu des cas à 30 œufs. C'est pas courant, mais ça peut arriver. On peut avoir par contre 2 à 3 pontes dans l'année. Ah, il y a un truc que tu as dit qui était intéressant juste au début par rapport à la repro. Il n'y a Oui. pas que ça qui était intéressant. Ouais. Mais tu nous as parlé des hochements de tête. Oui, Et on est toujours un petit peu sur cette communication. oui, tout à fait. Finalement, Ouais. on a déjà parlé de ça tous les deux avec d'autres espèces de reptiles. Ouais. La communication chez Basiliscus plumifrons, comment ça se passe? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut observer facilement comme ça? Quels sont les signes que tu vas avoir de communication entre eux? Alors il y a les hochements de tête. On peut voir aussi, même si ces animaux n'ont pas de fanon, on peut voir la gorge s'aplatir légèrement latéralement. On peut observer aussi chez certains individus des roulés de bras. D'accord. Voilà. Ça peut arriver chez des individus fortement dominés, on peut voir des roulés de bras. C'est pas courant, hein, mais je D'accord. l'ai déjà observé. Donc plutôt Mais- donc, des individus dominés. Ouais, ouais. Et donc un individu dominant, est-ce qu'il y a des choses qui vous des C'est signaux surtout comme des ça? hochements de tête. Hochements de tête. Ouais, ouais, hochements de d'accord. tête. On peut. Alors, encore une fois, chez beaucoup de lézards, c'est valable, mais la cohabitation entre mâles est Compliqué. inenvisageable.
Bien souvent, ça se solde par des blessures ou un animal extrêmement dominé qui ne s'alimente plus et qui va se cacher dans un coin. Donc il faut éviter. On peut éventuellement faire cohabiter un mâle avec un groupe de femelles, avec plusieurs femelles ou même une seule femelle, ça ne posera pas de problème. Avec une femelle, ça peut être problématique parce que le mâle va la harceler pour s'accoupler régulièrement. Avec plusieurs femelles, si on a une installation conséquente, ça posera un peu moins de problèmes. Mais entre femelles, on peut avoir aussi de la domination. On peut avoir une femelle dominante dans un groupe qui peut aussi empêcher les autres femelles de s'alimenter ou manger plus que les autres. Donc il faut observer ces animaux et encore une fois faire attention à ce genre de comportement. C'est ce que je veux dire en fait, la base est toujours la même, hein. C'est de regarder comment ça se passe dans votre terrarium, regarder un petit peu voilà, les comportements qui vont se développer, les relations de domination comme tu dis, le positionnement de vos animaux également dans le terrain, des tas de choses comme ça qui sont vraiment capitales. Tu nous as dit que toi c'était un lézard que tu aimais beaucoup, que j'imagine que tu conseilles peut-être même, non du coup, enfin moi tu m'as dit, peut-être pas à tout le monde. Alors effectivement, il faut avoir la bonne install, j'ai envie de dire. Ouais voilà, il faut vraiment penser son installation avant toute acquisition comme chaque espèce. Par contre, ce n'est pas un lézard avec lequel on aura une interactivité. D'accord. On a parlé de Pogona viticeps. Alors effectivement, Pogona viticeps, il est limite familier. On arrive à avoir une interactivité avec lui. Il va peut-être même venir sur vous sans aucun problème. Il ne va pas être farouche. Ici, clairement, ce n'est pas le cas. Le plumifron, beaucoup plus farouche. Donc effectivement, on arrive à obtenir des résultats intéressants, c'est que l'animal peut venir peut-être éventuellement vous manger dans la main. Et il faut travailler déjà, j'imagine, pour ça pas mal. Voilà, tous les individus ne s'y prêtent pas, parce qu'on avait encore une fois des caractères différents. Et bien souvent, même s'ils viennent prélever une proie dans votre main, ils ont tendance à fuir rapidement. Bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment un lézard fascinant à observer par contre. Mais encore une fois, il y a peu d'interactivité avec l'homme vis-à-vis de cette espèce. On va peut-être pouvoir donner un truc à titre d'exemple. Là, vous voyez, nous, rien qu'en installant les caméras, par exemple, des choses comme ça, on n'a pas du tout, effectivement, eu la même attitude qu'avec le Pogona viticeps. Là, les femelles se sont mises en haut dans un réflexe, justement, comme on l'a dit, de se protéger un petit peu. Et on a le mâle, par contre, qui est en bas, qui lui, j'ai envie de dire, est moins craintif. Exactement, il est beaucoup moins craintif. Mais c'est vrai qu'on observe déjà cette différence. Éventuellement, le mâle, si on lui présentait un criquet, il viendrait le saisir. Oui, mais il ne resterait pas là. Il ne chercherait pas à vous monter dessus ou quoi que ce soit pour justement aller récupérer une proie. Donc voilà, c'est un lézard fascinant, c'est un superbe animal, mais encore une fois, avec peu d'interactivité. C'est vraiment un animal à observer. Et donc voilà, le point fort de l'observation, peut-être l'intérêt comme ça, surtout qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur lui. Je pense, oui. À mon avis, parce qu'on doit être vraiment... moi, pour... c'est vrai que voilà, j'ai trouvé des choses rapidement sur lui, mais au final, on sent qu'il y a encore de données, beaucoup de boulot à faire. Ouais, exactement. Très bien. Et bien écoute, moi j'ai envie de te remercier, de vous inviter encore une fois, si vous voulez les admirer, ces animaux qui sont encore une fois sublimes, qu'on rencontre peu et pourtant que vous pourriez avoir l'occasion d'acquérir. Moi je vous invite à venir ici à Paddy Park, dans le Lot, pour encore une fois, voilà, discuter un petit peu d'un projet éventuel. Voilà. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, donc, installation importante, donc budget, UV, donc budget, insectivore, donc budget. Voilà, budget, surtout avec des repas quotidiens. Voyez l'installation, d'accord, c'est vrai, elle va vous demander également de l'argent. Donc prévoyez bien, encore une fois, d'accord, ce genre de projet, mais ma foi, c'est un projet qui peut être intéressant et comme tu disais, des observations à mon avis qui sont fascinantes à réaliser. Je pense que vous ne le regretterez pas, ne serait-ce que par la beauté de l'animal, quoi. Et par contre, au niveau longévité, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé non plus. Là, on va dire qu'on est sur une base de, qui peut aller jusqu'à 10, voire un peu plus, jusqu'à 15 ans, on va dire. Mais déjà 15 ans, c'est... Encore une fois, on n'a pas toutes les données, j'imagine. Non, tout à fait, tout à fait. Et puis, j'arrête pas de te dire, c'est la dernière question, mais cette fois-ci, je pense que ce sera vraiment la dernière. Tu nous as dit au tout début de l'interview, de notre entretien, qu'il existait d'autres espèces de Basiliscus. Oui. Est-ce que tu peux nous les mentionner Alors, de mémoire, il y a Basiliscus galeritus, Basiliscus vitapus. Est-ce que tu as les noms peut-être vernaculaires aussi qui vont avec? Alors là, aucune idée. J'ai coincé Raphaël. Aucune idée. Alors donc, vas-y. Il semblerait qu'il y ait aussi Basiliscus. Voilà, de mémoire. Mais encore une fois, comme la taxonomie change régulièrement, voilà, je ne voudrais pas faire d'impair vis-à-vis des noms et des espèces qui existent, mais effectivement, il y a plusieurs basiliques. En tout cas, ça fait plusieurs jours qu'on est là. C'est plusieurs fois qu'on parle d'espèces tous les deux. C'est la première fois que j'ai réussi à te coincer, mais j'aurais réussi sur un truc commun, tu vois. Bien, et bien écoute, moi, Raphaël, je te remercie. Encore une fois, pour nous avoir présenté ça.
Et puis bah écoute, on espère que ça aura plu à tous ceux qui pourront voir la vidéo. Donc n'hésitez pas encore une fois, voilà, je le répète, à venir ici, demander des informations, demander des renseignements. Voilà, vous imprégnez un petit peu de l'expérience justement de Raphaël et des autres soigneurs que vous avez trouvés ici, Fanny, Kevin, à Paddy Park, qui pourront vous donner encore une fois beaucoup d'informations par rapport à ces animaux. Et on est preneur d'infos aussi, puisque voilà, nous, encore une fois, on est basé sur l'échange. Exactement. Et voilà, on ne sait pas tout et on demande qu'à apprendre aussi. Donc, et qu'il reste encore plein de trucs visiblement à à apprendre. apprendre. Tout à fait. Si des gens ont fait des observations, il ne faut pas hésiter à en parler. Et puis, on est preneur de tout ça. D'ici là, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer bien bas, vous et vos bêtes avec elle. Je vous dirai à très vite sur mon petit python. On se retrouve avec d'autres espèces ici à Paddy Park. Et puis, bien sûr, on laissera toujours une petite place aussi pour les thèmes d'office, ça va sans dire. Ouais. Allez, à bientôt. Merci de votre fidélité. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.